on va commencer peut-être d'abord présentant ce webinaire, se lancer dans la restauration après la crise, comment faire? Donc, évidemment, on va voir ce webinaire avec des intervenants. De quoi allons nous parler aujourd'hui? Eh bien, qui sont nos intervenants? D'abord, on va les présenter. La crise sanitaire, est-ce un bon moment pour préparer son projet? Comment réussir son projet de création d'un restaurant? Les questions à se poser. Donc, on en a noté, non pas 30, parce qu'on pensait en avoir 30, et en fait, on en a 43 questions. Donc, ça va être assez dense et assez rapide. Mais de toute façon, vous aurez la liste de toutes les questions qui vous sera envoyée après, donc ce n'est pas la peine de tout noter, hein, puisqu'on va aller assez vite. L'idée, c'est vraiment de vous les montrer et plutôt de faire des focus sur chaque question, enfin sur quelques questions, on va dire. Reprendre un restaurant à quelles conditions également, à quelles questions il faut se poser, et quelques recommandations supplémentaires, évidemment. On aura une séance de questions peut-être un peu courte, puisque la partie information est assez dense aujourd'hui. Alors, qui sont nos intervenants? Peut-être Martial, tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Eh bien, voilà. Martial Tag, conseiller rivaliste sur Saint-Étienne, 35 ans d'expérience dans la restauration avant de devenir conseiller rivaliste, titulaire d'une licence de droit social et de gestion économie de TPE-PMI en lien avec l'hôtellerie et la restauration. Voilà, pour vous servir. Et Nicolas. Et voilà, donc Nicolas Jordan. Alors moi, c'est 26 années d'expérience rivaliste parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Je fais partie des cofondateurs de la méthode. Et je suis, dans le cadre de Rivalis, l'intervenant auprès du chef Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France, dans le cadre du partenariat que nous avons avec eux et avec la chaîne M6. Et j'interviens dans l'émission de Cauchemar en cuisine à ses côtés. Petite précision quand même, pourquoi on est partenaire officiel de l'émission Cauchemar en cuisine, c'est tout simplement qu'on a été choisi entre autres par le chef Etchebest pour apporter notre éclairage économique, de rentabilité, de stratégie, d'amélioration des marges, aussi bien avant le tournage pour sélectionner les candidats, mais aussi et surtout pour ceux qui sont retenus, définir avec le chef la stratégie qui va être mise en place et ensuite accompagner les restaurateurs pendant plus de 6 mois. Et là, celui qui apparaît à l'écran, c'est moi, mais je suis bien sûr épaulé et aidé par les conseillers ou le conseiller rivaliste local qui, lui, ensuite, se charge de prendre le relais sur le terrain. D'accord. Ça, c'est intéressant de toujours savoir les coulisses un peu de ce qui se passe dans l'émission. Alors, qui est Rivalis? Très brièvement, en quelques chiffres, hein. Premier réseau d'accompagnement des dirigeants en France, 26 ans d'expérience, puisque le réseau a été créé en 1994, 730 conseillers aujourd'hui en France, toujours évidemment en croissance, 87 395 entrepreneurs utilisateurs de tous nos services. Le BSP, alors, BSP, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de fabrique. Chez nous, c'est aussi une feuille de route. C'est le bon sens paysan, le bon sens pratique. C'est voilà, notre marque de fabrique. On essaie de rendre les choses les plus simples possibles, les plus opérationnelles possibles pour nos clients. Et puis 93% de satisfaction client. Toujours important de le signaler. Je préciserai juste peut-être, Christophe, c'est que comment est né Rivalis? C'est le coup de gueule d'un entrepreneur alsacien, hein, à l'époque Henri Valdan, qui a ce coup de gueule avec ses 2 fils et qui décide de créer une solution. On ne savait pas encore dans quel sens aller, mais en tout cas une solution, un réseau pour aider des entrepreneurs parce que son coup de gueule, c'était que trop d'entrepreneurs qui sont bons dans leur domaine déposent le bilan ou en tout cas n'arrivent pas à survivre avec leur entreprise par défaut de gestion. Important de le signaler, effectivement, la genèse de Rivalis. Alors, on va parler du sujet qui nous intéresse après cette introduction. Donc, la crise sanitaire est-elle un bon moment pour préparer votre projet? La question se pose, hein, parce que là, effectivement, créer un restaurant aujourd'hui, dans les conditions actuelles, je pense que la réponse est vite trouvée, Martial. Oui, je pense que vous n'aviez pas besoin de nous pour savoir que c'était peut-être pas le bon moment pour ouvrir. Encore que, si certains d'entre vous ont envie de faire de la vente à 100% emportée, il y a une carte à jouer, ça c'est sûr. Mais pour les autres, évidemment, c'est pas le bon moment. Par contre, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est le bon moment pour préparer le projet? Alors oui, là, indiscutablement, oui, c'est le bon moment pour préparer le projet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moment plus favorable qu'un autre, finalement. Comme je l'indique sur ce slide, tous les restaurants font face à une crise au moins une fois par an. On pense notamment à la crise des Gilets jaunes, par exemple, en 2019, la météo, les travaux de voirie, l'arrivée d'un concurrent, enfin bref. Toujours des événements qui font que on n'est jamais sûr d'une année comment elle va se présenter. Et du coup, les conditions idéales ne sont jamais non plus réunies. Hein. On n'est jamais non plus capable de prévenir l'avenir. Il y aura toujours une part de risque
quoi qu'il en soit. Et ça, ce n'est pas la crise du Covid qui a changé quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais déjà dire là-dessus. Donc oui, en effet, néanmoins, qu'est-ce qu'apporte finalement la crise, finalement, de plus? Par ces restrictions, elle nous apporte le temps qui nous est tellement nécessaire quand on est chef d'entreprise, auquel nous courons toujours après pour une raison ou pour une autre. Et bien là, par les restrictions que nous avons, nous sommes contraints à ce temps-là. Eh ben, utilisons ce temps à notre avantage. Et cet avantage, eh ben, c'est de pouvoir le mettre à la réflexion qu'on doit mener et au questionnement qu'on doit se poser, qu'on va arriver dans un instant, pour pouvoir mener à bien son projet. Et donc, du coup, 3 critères importants pour se lancer. Oui, alors le premier des critères, c'est l'envie. Évidemment, au-delà de toutes les difficultés qui peuvent ou qui pourront se présenter à vous, la seule chose qui compte finalement, est-ce que vous avez vraiment envie? Si l'envie est là, si ça vous prend au ventre, que vous y pensez, que vous en rêvez la nuit, alors c'est le bon moment de vous lancer dans ce projet. Ça, c'est indiscutable. C'est finalement ce qui est le plus important. Le deuxième, évidemment, c'est la préparation. Comme je viens de le dire, vous avez cette chance-là, grâce au Covid, d'une certaine manière, si je peux me permettre, le temps vous est imposé. Donnez-vous du temps à bien préparer votre projet. Et vous verrez que là, les choses iront nettement mieux au moment où vous allez effectivement ouvrir votre établissement. Et enfin, le bon timing. Alors évidemment, on est d'accord, c'est pas le moment d'ouvrir pour la plupart des restaurants. Par contre, on sait que dans quelques semaines, ou dans 2 mois, enfin, quand les restrictions sont tombées, que les restaurants pourront enfin ouvrir, là, ça va aller très fort, on va en rendre compte. Une belle opportunité. Ouais. On avance donc, comment réussir son projet de création d'un restaurant? Les 43 questions à se poser, donc peut-être qu'on va les regarder, mais de façon assez rapide, et faire des focus sur certaines choses qui te semblent les plus importantes. D'abord, oui, absolument, je ne vais pas vous énumérer, commenter toutes les questions, on n'en aurait pas le temps. Mais en fait, ce qui est très important quand vous allez ouvrir votre restaurant, je commence déjà par cette question sur le qui suis-je. C'est fondamental que vous connaissiez vous bien correctement. Il faut vraiment vous interroger sur vos propres valeurs. La personnalité d'un patron dans un restaurant est un biais significatif au succès de l'entreprise. D'accord? Ça veut dire que vous devez connaître vos valeurs, votre éthique, votre personnalité fondamentale, qui vous êtes. Effectivement, deuxième question, est-ce que vous êtes résistant au stress? Si vous êtes prêt à faire des sacrifices pour ce projet, vos week-ends, vos vacances, soirées, famille, toutes ces choses-là vont vous arriver certainement. Et donc, il faut que vous soyez prêt est-ce qu'il faut être en accord avec cela? C'est très, très important. Votre personnalité, vous êtes le porteur du projet, vous êtes le projet. Et donc, si quelqu'un doit être en phase avec ce projet, c'est bien vous. Et donc, il est important que vous soyez au clair avec vous-même dans ce que vous êtes et ce que vous souhaitez. Est-ce qu'il y a un profil type de personne qui est fait pour ce type de projet? Non, il n'y a pas de profil type en réalité. Il faut simplement que vous n'imposez pas une conduite qui n'est pas la vôtre. C'est ça qui est important, et que cette conduite soit en adéquation avec votre projet. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Rodolphe Salis. Alors, Rodolphe Salis, c'est un peu d'histoire, ça nous remonte fin du 19e, c'était le créateur du Chat Noir à Paris. Et cet homme impressionnant s'était fait reconnaître par sa personnalité particulière, où il se permettait de taper sur l'épaule des clients qu'il n'avait jamais vus, faire même des blagues salaces aux premiers clients rentrant dans son restaurant. C'était son personnage, ça fait rire, ça amuse tout le monde, sauf que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Ce que je vais vous dire, c'est que ne soyez pas quelqu'un d'autre que ce que vous êtes vous-même. Sinon, ça ne fonctionnera pas dans votre restaurant. Ça marche. Moi, je pense qu'on a compris, effectivement, garder sa personnalité. Quelles sont maintenant les motivations, peut-être, effectivement, qu'il faut bien les définir, c'est ça? Oui, absolument. Vos motivations, déjà, il faut savoir est-ce qu'elles sont personnelles ou professionnelles. Effectivement, quel est le projet que vous voulez monter? C'est purement professionnel ou c'est simplement pas simplement, complexement même, on va dire, une affaire qui est personnelle, voire même familiale. Et puis,
pourquoi dans la restauration en particulier, il y a bien d'autres métiers dans lesquels se lancer, et singulièrement, pourquoi un restaurant finalement, où vous avez les food trucks, vous avez le bar, vous avez les services à emporter, enfin, il existe toutes formes de restauration. Donc là aussi, bien se questionner de quel type de restauration vous convient le mieux. Hein. On aime bien citer par exemple, ne le lancez pas dans une... Comment dirais-je, ne vous lancez pas dans une activité au prétexte qu'elle serait rentable, entre guillemets, ce qui n'est jamais aussi vrai que ça. Par exemple, ne faites pas des pizzas parce qu'on dit que c'est rentable si vous n'aimez pas faire ça. Si vous n'aimez pas ça, ne le faites pas. Faites vraiment, c'est vraiment un métier qui va tellement vous prendre que si vous ne faites pas avec passion, si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous faites, ça ne va pas fonctionner. Hein. Ça, c'est très important à prendre en considération. Hein, donc, et puis, posez-vous aussi la question, pourquoi vous devenez patron, finalement. Hein, c'est au-delà d'être restaurateur, de délivrer un service, de vendre, de vendre des repas, vous allez déjà être un chef d'entreprise avec tout ce que ça veut dire, tout le lot de responsabilités que ça implique. Et donc, est-ce que déjà, pourquoi vous voulez être patron, finalement? C'est important. Et puis, accessoirement, est-ce que vous avez déjà testé ce métier? Hein, en tant que salarié, c'est important. Ou si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce métier-là, finalement, si vous n'en connaissez rien, ou tout simplement. Hein, je voulais dire, peut-être que Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, moi je dirais la problématique habituelle, ou quasi habituelle que l'on rencontre, en tout cas plus d'une fois sur deux dans les restaurants, dans le cadre de Cauchemar en cuisine, c'est qu'on n'est pas face à un patron. Tu l'as dit tout à l'heure dans ton point 10, il faut être un patron. Il faut être patron de A à Z. Hein. Quand on est restaurateur, Christophe parlait d'un profil type tout à l'heure, il faut être polyvalent. Hein. Sauf si on a les moyens de se payer tout de suite du personnel, mais souvent, ce n'est pas forcément le cas quand on lance un établissement. Donc, on est en salle et en cuisine, il faut être partout et il faut assumer toutes les responsabilités à tout niveau. Ça, c'est important de le savoir et de l'avoir en tête. Alors, on va parler maintenant, après la motivation et la personnalité, des connaissances. Évidemment, il faut des connaissances multiples, mais est-ce qu'il les faut toutes? Comment ça se passe à ce niveau-là, Martial? Alors, est-ce qu'il les faut toutes? L'idéal, oui, mais on ne peut pas les avoir toutes, et puis même quand on les a toutes, on ne peut pas toujours les exercer. On ne peut pas toujours les exercer toutes parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, c'est important effectivement d'avoir des techniques culinaires, des techniques de service, de vente, puis naturellement, en tant que patron, la gestion d'un restaurant, la communication, côté sanitaire et managérial, c'est important. Dans un restaurant, rapidement, vous aurez besoin de salariés. Travailler tout seul derrière un restaurant, c'est difficile. Et donc, la question qui doit se poser pour vous, c'est effectivement, est-ce que vous avez les connaissances de ce métier-là, technique, en partie ou complètement? Et puis, est-ce que vous avez connaissance de ça? Est-ce que sur les connaissances sur le marché de la restauration, de ces lois qui sont propres? Attention, elles sont très contraignantes, très, très difficiles. Et ça vous pose la question. L'hygiène, c'est ça. Oui, et donc... notamment sur l'hygiène, oui, absolument. L'hygiène, aujourd'hui, dans les restaurants, est devenue extrêmement complexe. Et à juste titre, d'abord parce qu'il y a une forte demande de la part des clients, et deuxièmement parce qu'il ne faut pas oublier qu'une denrée aussi délicieuse soit-elle peut rapidement se transformer en produit toxique, et donc il ne faut pas rigoler avec ce genre de choses. Donc la formation, une connaissance en hygiène est absolument nécessaire, mais pas que. La législation, je vous parlais de la toxicité des éléments, des aliments, mais qu'en est-il de l'alcool? Je rappelle que l'alcool, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un poison, quoi qu'il en soit, et donc la législation est extrêmement dure sur les débiteurs de boissons, et donc attention, là aussi, il y a des règles très, très strictes auxquelles il faut se tenir, sinon on gare aux sanctions qui tombent derrière, elles peuvent être très dures. Puis il y en a d'autres, hein, toujours en rapport avec les débits de boissons, par exemple l'ouverture, la fermeture des établissements. Il y a des arrêtés préfectoraux qui sont propres à chaque département. Sur Saint-Étienne, par exemple, c'est 1h30 du matin. Et ben, vous amusez pas à garder votre établissement ouvert. Ensuite, là, vous exposez à des sanctions très lourdes. Et même si c'est pas vous qui êtes dans l'établissement, que c'est votre serveur qui ferme l'établissement, ça sera vous qui serez responsable de ces manquements à la législation. Ça, c'est sûr. Alors, j'entends là le conseiller, ça fait un peu d'écho. J'entends là le conseiller qui est vraiment effectivement sur ce qu'il faut faire. Et là, c'est important qu'on ait une partie motivation, qu'on ait une partie personnalité et que également on fasse vraiment bien attention à toutes les règles. Et là, on est tranquille pour vraiment développer son activité sereinement.
Absolument, oui. Mais attention, peut-être précision quand même, Christophe, je me permets, précision au niveau des règles. Martial parlait de l'alcool tout à l'heure. Que le patron soit présent ou non dans l'établissement, en général, c'est lui le porteur de la licence. Et même s'il n'est pas là et que son personnel sert un client plus que de raison, c'est le patron, s'il y a un problème, qui sera tenu pour responsable. Et n'oubliez pas non plus autre chose, c'est que l'établissement est un lieu public. Il n'est pas tout de se dire, allez, je dépasse l'heure, je ferme les rideaux, je garde les derniers clients, je considère que je suis chez moi. Non, c'est un lieu où vous recevez du public, il y a des normes à respecter, que vous soyez ouvert ou fermé. La législation est très vigilante par rapport à ça, donc vaut mieux éviter la fermeture administrative qui pourrait couler vos établissements. Absolument. Et puis, vous n'avisez jamais la serviette d'alcool aux mineurs. Martial, que peux-tu dire sur ce point-là important, sur le fait de partir seul ou de partir avec son conjoint, sa conjointe, un ami Alors, évidemment, c'est un choix qui vous importe, mais c'est pas forcément une mauvaise idée de partir avec un associé. Hein. Mais la question, c'est de savoir de quel associé on parle. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur l'associé qui est professionnel. Là, vous aurez un rapport qui est professionnel. J'imagine que vous en discuterez. Par contre, c'est beaucoup plus délicat lorsqu'on veut se lancer avec un ami, par exemple, ou plus encore avec son conjoint ou sa conjointe. Et on oublie souvent que on ne se considère plus vraiment comme des associés. Et là, il faut faire bien attention parce que oui, c'est un associé et il faut le considérer comme tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que vous allez vous poser des questions sur vous-même, sur votre capacité, sur votre envie, vos motivations, il faut exactement avoir les mêmes interrogations à propos de votre associé, y compris si c'est votre compagnon ou votre compagne qui vous suit. Ce qui est absolument indispensable si c'est votre ami, ou votre épouse ou votre époux qui vous suit, enfin qui est avec vous, il faut justement que ne le fasse pas par suivisme. Votre épouse, votre époux est loyal vis-à-vis de vous et a envie d'être auprès de vous dans cette démarche. Oui, très bien, mais ça suffit pas. Il faut vraiment qu'elle soit se sente complètement impliquée dans le truc. Sinon, ça risque de générer à un moment donné des souffrances et ça c'est pas une bonne chose du tout. N'imposez pas. Ce que je veux vous dire, c'est que n'imposez pas à votre conjointe ou à votre conjoint ce qu'il ne veut pas faire. Soyez exigeant avec vous, ne faites pas l'autruche, faites pas comme si, ok, il est d'accord, ok, allons-y. Non, pas forcément. Attention, ça génère des drames, ces choses-là. Beaucoup de souffrance, en tout cas, quand la personne est avec vous uniquement par suivisme. Nicolas, du coup oui, moi, effectivement, tu me vois, j'ai envie de rebondir là-dessus. C'est que je le vois que trop dans le cadre de Cauchemar en cuisine ou dans la sélection des candidats, des familles qui ont explosé ou des amitiés qui explosent. Parce que quand il y a des difficultés et que les rôles ne sont pas bien définis au départ, c'est là où les problèmes arrivent. Donc, il y a des problèmes quand il y a un manque d'argent, que l'établissement ne fonctionne pas. Et il y a d'autres problèmes, c'est quand les rôles ne sont pas définis. Donc, si vous devez vous associer avec quelqu'un, que ce soit un pro ou un non, définissez-vous des rôles, par exemple des responsabilités, un responsable de la cuisine, un de la salle par exemple, des rôles ou des tâches, et il faut s'y tenir. Comme ça, au moins, il n'y a pas de confusion et chacun est responsable de sa partie. Alors, connaître son marché également. Donc là, vraiment, on s'ouvre plus sur quel type de restaurant je vais faire, à quel client je vais m'adresser, quelle est mon offre. Tout ça, ça doit être quelque chose de réfléchi, Martial. C'est absolument indispensable. En fait, tout est indispensable dans ce que nous disons finalement. Mais effectivement, quand vous avez vous êtes partant, ça y est, vous êtes prêt, vous êtes au clair avec vous-même. Et ben maintenant, il faut que vous soyez au clair avec ce que vous voulez faire au niveau de votre marché. C'est-à-dire, évidemment, vous devez avoir une idée précise de ce que vous voulez faire. C'est indiscutable. On ne part pas comme ça avec à peu près. Il faut connaître son concept, d'accord. Qu'est-ce que je vais vendre? Est-ce que vous allez faire du traditionnel? Est-ce que vous allez faire du thématique? Connaître ses clients, à qui on va s'adresser finalement, à qui on va vendre son produit. Quels sont vos concurrents? Vous ne serez certainement pas tout seul sur la place, que ce soit vos concurrents directs ou indirects. Attention, ça compte aussi. Notamment si vous faites par exemple de la vente emportée de restauration rapide, et ben le petite supérette d'à côté qui vend des sandwichs à emporter, c'est un concurrent direct. Il faut prendre en considération.
quelle sera effectivement votre offre? Est-ce que ça sera du service à table, du 7 jours sur 7, on continue en soirée, emporter, resto rapide, enfin voilà, il y en a toutes sortes, mais il faut vraiment prendre vraiment déterminer ce que vous voulez faire, quel segment, du low cost, du moyen de gamme, du haut de gamme, c'est pas du tout la même typologie de clientèle, et donc s'assurer que cette clientèle existe bien et que vous avez cette capacité de pouvoir y répondre. Et là, ça m'amène tout de suite à la notion de où est-ce que vous allez vous implanter. Et je voudrais vraiment casser l'idée reçue de cette comment dirais-je, de cette idée reçue, pardon, voilà, on va faire plus simple, hein, qui est de dire, voilà, il y a 3 principes, c'est l'emplacement, 2 l'emplacement et 3 l'emplacement. Et ça, vraiment, il faut vraiment vous sortir ça de la tête. Alors, c'est pas que l'emplacement n'est pas important, il est très important, mais il est important surtout parce que l'offre que vous proposez correspond bien à l'attente, autrement dit, à la demande du secteur, de l'endroit où est votre emplacement. Votre emplacement, elle a beau être le plus idéal sur le papier, si votre offre n'est pas celle qui convient à la demande du lieu où est votre offre, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est une certitude. Donc, attention, il ne suffit pas de prendre une affaire, entre guillemets, bien placée pour que ça fonctionne. C'est vraiment un fonctionnement des 3 qui fait que le restaurant a des chances de se pérenniser dans le temps. Oui, et à contrario, d'ailleurs, on constate que vous l'avez tous fait et on le fait sûrement. Enfin, en tout cas, moi, je le fais. Je préfère des kilomètres pour aller dans un restaurant qui est peut-être pas super bien situé, mais j'y vais soit pour l'ambiance, soit pour un plat signature, pour une spécialité que je sais que là-bas, à cet endroit-là, elle sera excellente. Donc, je suis prêt à me déplacer pour ça. Mais il est certain, comme le disait Martial, l'emplacement est important, mais pas indispensable. Donc, moi, j'aime bien resynthétiser. Donc, emplacement, offre et demande. Hein. C'est vraiment ça, les 3 mots. C'est ça, oui. Parfait. Alors, quel statut pour l'entreprise? Ouais. Sur le statut, alors on ne va pas s'y attarder, mais effectivement, attention à ne pas choisir n'importe quel statut pour votre restaurant. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais statut, j'aime à dire, hein, que ce soit auto-entrepreneur ou SAS ou comment dirais-je, SARL, mais effectivement, selon effectivement ce que vous allez faire, ça peut avoir des impacts très différents. Et là, dans cet exemple que j'ai fait, alors évidemment, il sera confirmé par un juriste, mais par exemple, pour un chiffre d'affaires de 150 000 € au regard des investissements et des frais, eh ben, on voit bien que quelqu'un qui sera en auto-entrepreneur, eh ben, ça sera à moins 9 000, alors que le gérant d'une CRL serait, lui, à 42 000 de résultats, à même situation. D'accord. Donc, il faut faire très, très attention. Le statut, il ne faut pas le prendre à la légère et surtout pas prendre un statut d'auto-entrepreneur au prétexte que c'est facile à mettre en œuvre et ça ne coûte rien au début, parce que ça peut vous coûter des milliers d'euros à la fin, l'histoire. Ah bah ce choix, on dirait que ce choix, il y a un écart de 50 000 € quasiment. Hein. Donc, dans ce cas-là, oui, 150 000 €, on voit bien que ce n'est pas non plus un restaurant extraordinaire qui fait des chiffres. Non, voilà. Mais en tout cas, ça vaut le coup de se faire bien accompagner dans le choix du statut parce que c'est qu'un mot sur un document officiel, mais qui a une incidence énorme sur toute la durée de la rentabilité de la vie de votre établissement. Tout à fait. Donc, un mot, faites attention au statut, faites-vous accompagner là-dessus pour être sûr de choisir le bon statut, c'est très important. Alors, quel est mon bilan personnel? C'est vraiment une question qu'il faut se poser quand on va aborder l'aspect financier. Oui, évidemment. Parce que ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la qualité de votre projet, si vous avez besoin de financement, il n'y aura aucun banquier qui vous suivra si vous n'avez pas un apport personnel. Ça, c'est très clair. Dans la restauration, ça n'existe pas aujourd'hui. Alors, évidemment, donc, la première question, c'est important de faire votre bilan personnel pour savoir déjà qu'est-ce que vous êtes en mesure d'investir dans votre projet. Là, immédiatement, en cash. Hein. Alors, c'est comme ça. On commence par faire donc un bilan personnel pour savoir quels sont ce qu'on a en liquidité, qu'est-ce qu'on a placé, qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on peut sortir et investir et qu'est-ce qu'on est prêt parmi tout ce qu'on a dans son patrimoine à investir dedans et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à investir dedans. C'est important de bien déterminer ça. Et puis ensuite, effectivement, déterminer, et ça c'est primordial, vos besoins personnels. Vous allez ouvrir un restaurant, vous ne serez donc plus salarié, il n'en demeure pas moins que votre vie à vous va continuer et que vous aurez toujours besoin de payer vos loyers, toujours payer les besoins pour vos enfants, la nourriture, enfin que sais-je. Et tout ça, ça a un coût. Et donc, il est extrêmement important d'être capable de déterminer votre revenu net que vous aurez besoin pour vivre, tout simplement. Et c'est quoi les revenus nets? Ce sont tout simplement les charges incompressibles de votre ménage. Et vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus. Sinon, vous allez avoir un vrai problème à un moment donné.
Et donc, moi, j'aime bien rappeler cela. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je bénéficie de l'art, par exemple, hein, et je n'ai pas besoin de me verser de salaire. C'est vrai, mais c'est pas une raison pour pas l'intégrer dans votre business plan dès le départ. Et dans vos, effectivement, dans votre bilan. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous verserez peut-être pas de salaire, mais vous allez quand même le dimensionner votre modèle économique comme si vous deviez le verser pour vous. Pourquoi? Parce que 2 ans, ça passe très très vite déjà, dans la mesure où vous êtes là, vous en avez pour 2 ans, mais si ça peut être plus qu'1 an et demi, voire 1 an, et ça passe très très vite. Parce que prévoir un salaire vous permettra de dégager une marge et améliorer votre trésorerie, quoi qu'il en soit. Et enfin, parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une petite crise qui peut arriver dans votre établissement, et d'avoir un peu d'avance, ça fait du bien, tout simplement. Donc, c'est de dimensionner votre projet économique en intégrant une notion de salaire dedans. Oui, on a une règle d'ailleurs chez Rivalis qui dit une entreprise digne de ce nom doit vivre sans subvention. Donc effectivement, il faut tout de suite intégrer comme si vous n'aviez pas de subvention ou d'aide spécifique par rapport au salaire. Faites attention, hein, je le précise aussi, de ne pas manger sur la bête. Il y a le pro, il y a le perso. Il faut vraiment faire une différence, et pas que pour le fisc, mais aussi pour suivre la rentabilité de votre établissement. Maintenant, s'il n'est pas rentable la première année, ça peut arriver, c'est normal, c'est un projet d'entreprise, il y a des investissements parfois lourds, mais ce qu'il faut surtout faire attention, veillez à votre trésorerie, parce qu'une entreprise non rentable peut survivre quelque temps, alors une entreprise qui est en défaut de trésorerie, donc de pouvoir sortir du cash pour payer ses charges, là, le couperet peut tomber très, 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 très vite. Important, toutes ces choses-là à signaler, effectivement. On parle donc du plan opérationnel. Donc, comment on va construire justement ce plan, Martial? Absolument. Maintenant que vous avez déterminé combien va vous coûter votre entreprise, puisque c'est la première chose que vous allez devoir faire, il va falloir déterminer votre capacité à produire. Parce que ne faites pas l'erreur de partir du chiffre d'affaires pour ensuite voir comment vous allez pouvoir glisser tout ça dedans. Non, on vérifie d'abord votre capacité à produire, c'est-à-dire finalement combien de clients vous êtes capable de faire dans votre exercice. Et donc, et singulièrement, savoir si vous allez besoin d'embaucher, par exemple, et connaître aussi, par exemple, la capacité d'accueil de votre établissement. Donc, évidemment, ça sera aussi de déterminer votre ticket moyen. On regarde ce que vous avez déterminé, comme on en a parlé un peu plus haut, sur quelle offre de service vous voulez offrir. Et si vous allez devoir gérer un effet de saisonnalité, c'est important, attention, votre établissement peut multiplier par 2, voire 3, 4, voire 5 votre capacité d'accueil d'une période de l'année sur une autre. C'est plus du tout la même façon de gérer. Il se passe des choses, ça peut être très compliqué. Naturellement, vérifiez que votre hypothèse soit réaliste. Ne soyez pas trop, comment dirais-je, enthousiasme. Il y a trop de, voilà. Restez dans les clous, restez prudent dans vos décisions, dans votre capacité à faire. Si vous avez décidé d'être tout seul dans votre restaurant, n'allez pas vous imaginer, selon la qualité de service que vous voulez apporter, que vous allez faire 30, 40, 50 couverts tout seul. Il y a un moment donné, vous allez avoir aussi un problème. Donc, ne vous surestimez pas par rapport à tout ça. Et puis, naturellement, intégrer des notions, quelles actions de marketing, de communication êtes-vous en mesure de réaliser pour pouvoir tenir vos objectifs finalement. Si vous prenez l'exemple d'un restaurant qui a décidé de faire 30 couverts par service, qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que ces 30 couverts rentrent dans votre établissement tous les jours? Enfin, tous les jours, vous êtes ouvert en tout cas. Ça, c'est important. Donc pour calculer votre chiffre d'affaires, finalement, c'est de prendre on compte tous ces facteurs, tout simplement. Donc, le nombre de services ouverts, le nombre de couverts que vous êtes capable de prendre dans l'année, votre capacité vous-même à les gérer, ces couverts. Ne pensez pas faire 30 si vous êtes capable d'en gérer que 20, etc. Et quoi qu'il en soit, voilà, c'est absolument indispensable pour pouvoir… c'est de cette façon que vous allez pouvoir déterminer votre chiffre d'affaires que vous pouvez espérer atteindre. Ça marche. Ouais, Nicolas, tu voulais rajouter peut-être quelque chose dessus? Oui, là, à la limite, c'est presque un scoop. Enfin, je ne peux pas vous le donner, mais c'est le tournage et pour nous l'accompagnement d'un futur restaurant de la semaine prochaine, puisqu'on nous sera en action Cauchemar en cuisine avec le chef Etchebest la semaine prochaine. Et dans le cadre d'un établissement, on a revu la stratégie parce que l'objectif, c'était pour le patron d'embaucher une troisième personne. Ils sont deux, une troisième personne. Mais économiquement, compte tenu de la taille du restaurant, du panier moyen, de la taille de la carte, eh bien, ce qu'on a fait, on a surtout réduit la carte. Enfin, c'est le projet, c'est ce qui va être annoncé vraisemblablement la semaine prochaine. On va réduire, en tout cas dans notre stratégie, réduire la carte pour
justement optimiser l'outil de production pour ne pas être obligé d'embaucher une troisième personne parce que ça ne rentre pas. La masse salariale est trop importante à 3 compte tenu de l'outil de production qu'ils ont dans cet établissement, en tout cas de la capacité d'accueil. Donc, c'est important de bien réfléchir à ça, entre ce que vous pouvez servir et ce que vous voulez servir. Ouais, bien calibrer, en fait, son projet. Voilà. Absolument. Hein. L'exemple d'après, d'ailleurs, alors, on va faire un petit point timing, 16h30. On voulait faire 15 minutes de questions. On va essayer d'aller un petit peu plus vite juste sur les dernières slides, parce que l'essentiel a été vu dans les 43 questions. Et encore une fois, ces questions, vous les aurez. Hein. Donc, est-ce qu'on peut aller un peu plus vite juste pour donner quelques points importants sur le plan opérationnel, par exemple, Martial? Oui, bien sûr. On a cet exemple là qui arrive tout de suite. Hein, toujours sur l'idée de 150 000 € de chiffre d'affaires, on imaginait sur un restaurant. Si vous avez une capacité de 20 couverts avec 376 services et un ticket moyen de 20 €, vous ferez 150 000 € de chiffre d'affaires. Et si ça, c'est votre capacité maximale, n'espérez pas faire plus de chiffre d'affaires, vous n'y arriverez pas. Donc, si ces 150 000 € ne couvrent pas l'intégralité de vos besoins, votre projet ne fonctionnera pas, il est foiré quoi qu'il en soit. N'espérez pas faire un chiffre d'affaires que vous ne serez pas en mesure de générer. Ça, c'est hyper important à prendre en considération. Alors, il restait quand même quelques questions. Je crois qu'on avait fini, mais non, il en reste quelques-unes sur le plan de financement et de trésorerie. Donc là aussi, effectivement, bien prévoir ce plan de trésorerie. C'est ce que tu disais aussi, Nicolas, tout à l'heure. Martial, tu voulais ajouter quelque chose sur cette slide? Oui, en fait, effectivement, Nicolas l'a dit tout à l'heure un peu en avance. Finalement, ça veut dire que c'est très, très important de connaître effectivement ces échéances. Quand elles vont tomber d'un mois à l'autre, les échéances ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est important de bien structurer son plan de trésorerie de façon à ne jamais être en défaut de liquidité, tout simplement. Hein. Et donc, et puis, l'enjeu, surtout, c'est d'établir son besoin de fonds de roulement pour lancer son activité au début, parce qu'au départ, il y aura beaucoup d'argent qui va sortir et pas forcément les entrées qu'on voudrait en face. Et donc, c'est important de savoir de quelle mise de fonds on va avoir besoin pour assurer son fonctionnement du quotidien pendant un certain temps. Et précision, même si on a plus d'argent qui rentre que prévu, n'oubliez pas, c'est du chiffre d'affaires. Déjà, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent que l'on gagne, c'est du chiffre d'affaires. Et en plus, c'est du chiffre d'affaires TTC, avec des clients qui payent tout de suite. Donc ça, c'est très bien. Hein, les délais de règlement sont courts, mais il ne faut pas oublier qu'après, il y aura des fournisseurs à payer. Hein. La marchandise que vous avez vendue, il faut la vendre, les loyers, tous ces éléments-là. Donc, il y a des points de passage obligés en termes de jalons de trésorerie, et là c'est important de les suivre. Je dirais même pas important, c'est essentiel, parce qu'une rupture de trésorerie, c'est le coup près direct pour votre entreprise. Alors, on va passer maintenant à une deuxième question, grande question de ce webinaire. Et si je reprenais un restaurant? Alors, on a fait une analyse des risques. Alors évidemment, on pourrait reprendre les mêmes 43 questions à se les poser quand on reprend un restaurant. Simplement, il y a des choses en plus à se poser comme question. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, encore une fois, je vais faire très vite parce que le temps est contre nous. Mais en effet, quand vous reprenez un restaurant, vous prenez un historique. Et donc, c'est pas comme si vous aviez un truc tout neuf et tout va bien. Non, tout n'est pas tout neuf et tout ne va pas si bien que ça. Et d'ailleurs, c'est certainement pour la raison pour laquelle ils vendent. Donc, principe numéro 1, on ne vend pas la poule aux œufs d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne prenez pas pour argent comptant les raisons que selon le vendeur justifient la vente. Hein. Exiger les bilans, vraiment, le contre-résultat, exiger également de connaître le nombre de couverts, de tickets moyens, ignorer surtout aussi le prétendu chiffre d'affaires qu'il fait au noir. Ça, vous n'avez aucun moyen de le vérifier, ça ne vaut rien, ça n'existe pas. D'accord? Et donc, exiger l'état des stocks de la cave aussi. Hein. Voilà, soyez exigeants, demandez à avoir les éléments en main que vous puissiez vérifier. Ne contentez pas de prendre en compte de ce que vous dit le vendeur. Ça n'a pas beaucoup de valeur en réalité, sur les raisons pour lesquelles il vend. Principe numéro 2, toute affirmation du vendeur est vérifiable et vérifiée. Absolument. Là, j'ai cet exemple et c'est du vécu. La chaudière qui vous paraît d'un autre âge, le vendeur il vous dit elle marche très bien, les pièces intérieures sont neuves. Bon, alors, non. C'est peut-être vrai ce qu'il vous dit, mais exigez les factures et les comptes rendus d'intervention, d'entretien d'équipement. Soyez vraiment, laissez rien passer parce que sinon, vous risquez d'avoir des très, très mauvaises surprises. Ouais. Principe numéro 3, soyez curieux. Oui, toujours dans la même idée. Après avoir signé, vous êtes supposé être sachant, c'est-à-dire l'avoir pris en l'état, c'est-à-dire dès que vous avez signé, vous ne pouvez plus vous plaindre. C'est fini, quel que soit le défaut que vous allez voir dedans, c'est pour votre pomme, quoi qu'il en soit. Et là, je vous parle vraiment des cas réels.
je les invente pas, c'est le cas de canalisation d'évacuation des eaux usées intégralement bouchées. Il faut y croire, on n'imagine pas que ça puisse exister des choses comme ça. Eh bien si, ça existe. Et là, nécessité de les changer intégralement. Et là, qu'on ne l'avait pas prévu dans le provisionnel, ça fait un peu mal. Un autre cas aussi, là aussi, fosse septique non conforme à interdiction et là, interdiction d'utiliser et pas de tout à l'égout. Résultat, le gars a acheté un restaurant qui était inexploitable. Vous imaginez, il se retrouve bête comme un as avec ses investissements et il ne peut pas faire fonctionner son restaurant. Donc, oui, vérifiez tout. La canalisation, les circuits électriques, les conduits d'aération, les portes, les fenêtres, les équipements, tout. Vous prenez, faites-vous aider éventuellement par un cabinet. Il y a des cabinets spécialisés pour ça, qui font un inventaire et qui vont tout vérifier dans l'établissement. Ça va vous coûter quelques billets, mais ça vaut beaucoup. Ça peut vous faire économiser des milliers d'euros, voire même bien plus. Réalité de l'espace commercial également, faire expertiser le droit au bail, un cas réel. Ah bah ça, évidemment, le droit au bail, si vous n'êtes pas à l'aise à l'heure avec, pareil, faites-le expertiser parce que vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Encore un cas réel, et ce pauvre aubergiste qui a pris un restaurant avec une terrasse et un parking intégré au restaurant, sauf que la terrasse et le parking appartenaient à l'État et donc il a été mis en demeure de restituer à l'espace public. Vous essayez d'imaginer la situation pour ce pauvre aubergiste qui n'avait pas pris le temps de vérifier sur le bail que cela ne lui appartenait pas, tout simplement. Un dernier cas réel, l'installation électrique. Oui, du même tonneau. Hein, là aussi, alors, comme j'ai tout vérifié, mais là, la loi impose effectivement que les restaurants fassent vérifier leur système électrique régulièrement et il n'est pas impossible que le vendeur vous produise un document qui atteste cela. Ne le prenez pas en l'état. Le document en l'état peut être très bien complaisant, voire obsolète. Ça aussi, c'est du vécu. Hein, on a pu vérifier. Donc, OK, il a un document qui dit que l'installation a été vérifiée. Jetez un œil quand même. Ça ne mange pas de pain et ça peut vous éviter bien des problèmes plus tard. Très bien. C'était intéressant d'avoir ces cas pratiques pour vraiment voir un peu l'étendue aussi de ce qui peut arriver. Ouais. Rapidement, on va passer aux questions juste après, mais est-ce qu'on peut citer les principaux documents internes, notamment les documents obligatoires qu'il faut avoir pour créer son restaurant? Oui, comme je disais en début de ce webinaire, finalement, vous avez du temps devant vous, profitez-en pour préparer vos documents. Déjà, vous avez des documents qui sont obligatoires, mais qui sont fastidieux à faire, il faut le dire. C'est pas agréable, mais il faut les faire. Mais c'est peut-être pas agréable, mais ils sont très enrichissants de les faire. C'est naturellement le document unique, le plan sanitaire et les procédures sanitaires et l'édification des allergènes. D'accord ? Il y a d'autres documents, je vous recommande vivement, et ce n'est pas Nicolas qui va me contredire, c'est effectivement les fiches techniques, vos procédures de travail, vos tableaux de bord. Et ensuite, moi, je vous recommande aussi de travailler dessus, même si ce n'est pas obligatoire pour les établissements, petits établissements comme le règlement intérieur. C'est important d'être au clair avec vous-même de ce que vous êtes prêt à accepter dans votre établissement si vous avez l'intention de prendre un ou des salariés. Ça vous évitera plus tard de prendre des décisions peut-être arbitraires qui pourraient se retourner contre vous. Naturellement, faire les fiches de poste, l'état des inventaires et la rédaction de la promesse d'offre. Enfin, tout ça, c'est des documents qui sont fastidieux, qui demandent du temps, mais si vous les faites, ça vous permettra de vraiment être clair avec vous-même, d'être clair avec ce que vous voulez offrir, de ce que vous allez pouvoir attendre et exiger de vos salariés, et que même pour eux, ça sera clair pour eux-mêmes, et donc ils vous feront un travail de bien meilleure qualité, et finalement, vous aurez un rendu, un retour satisfaction client de beaucoup plus important. Ça vous permettra de déterminer également où vous voulez aller, votre offre, la limite de votre offre, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous ne voulez pas faire. C'est important aussi d'être clair avec vos clients. Et donc, le mieux, c'est de faire ce travail de rédactionnel qui est un peu long. Profitez de ce temps qui vous est donné pour le faire. Voilà. Précision, je me permettrais de préciser, oui, c'est que c'est bien de le faire au départ. Vous avez le temps. Ouais. Mais ensuite, une fois que vous êtes lancé, il faut continuer à le faire. Hein, et toutes ces procédures sont importantes. Et c'est pas Nicolas Auquel qui est présent, qui est un bel établissement en Alsace, là, qui me contredira lui non plus. C'est que les fiches techniques, on les fait au départ, c'est bien. Mais chaque fois qu'on change une recette, il faut les refaire. Les procédures de travail, les checklists, on revoit, on embauche une nouvelle personne. Il faut le briefer. Il faut lui donner le règlement intérieur. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut continuer à le faire. Ne pas le faire qu'au moment de la préparation du projet, mais il faut être carré et régulier. Et c'est souvent le défaut que je vois dans Cauchemar en cuisine, c'est que c'est des personnes qui sont de bonne volonté au départ, sauf qu'après, pour plein de raisons, il y a toujours de bonnes excuses. Oui, mais enfin bon, derrière, le coup près, il peut quand même être très violent si on ne respecte pas les procédures ou surtout les mises à jour de ces procédures. Et puis
montrer qu'on a préparé tous ces documents, que tout est calibré, tout est sérieux, tout est projeté, etc. dans la réalité, vis-à-vis du banquier aussi, ça doit être rassurant pour lui. Il voit que vous êtes sérieux et que vous avez Absolument. voilà, Absolument. Quand vous avez déterminé tout ça, eh ben, vous êtes beaucoup plus à l'aise pour en parler et votre banquier vous suivra bien personnalité parce que votre banquier, si vous avez besoin de financement, il va d'abord s'intéresser à vous et à votre projet avant les chiffres que vous allez lui proposer. Les chiffres, en réalité, ils s'en moquent un peu complètement. Ce qui s'intéresse, c'est est-ce que vous êtes au clair avec votre projet? Et c'est ça qui l'intéressera avant toute chose. Alors, les rôles dans l'entreprise oui, alors évidemment, j'ai souhaité rappeler ça parce que j'entends trop souvent, et c'est pas propre qu'aux restaurateurs, que souvent les gens me disent oui, pour ma gestion, j'ai mon comptable. Alors, le comptable est important dans une entreprise, c'est indispensable, et c'est pas nous chez Rivalis qui allons dire ne prenez pas de comptable. Simplement qu'il faut rappeler les rôles, d'accord? Le patron se préoccupe de définir la politique et d'établir les objectifs et de prendre des décisions. C'est vous le patron, c'est vous qui décidez. Personne d'autre, et certainement pas votre comptable. La deuxième, c'est que le comptable puisque je parlais du comptable, je vais aller directement sur le comptable, lui, il est là pour faire la valorisation des stocks, des actifs, ainsi que des flux monétaires et de comptabiliser. Quant au gestionnaire, et ça peut être vous, le patron, qui est le gestionnaire, mais vous avez le droit de le déléguer de la même manière que vous déléguez votre comptabilité. Il est là pour faire l'analyse des marges, des rendements ou de la productivité dans leur expression monétaire, des économies d'échelle et de stratégie. C'est ça, voilà. Ce sont les trois, dans la notion de gestion d'un établissement, voici les trois postes qui sont, qui s'accumulent et que vous pouvez, en tant que patron, les faire, avoir les trois casquettes, mais quoi qu'il en soit, elles doivent être tenues et surtout de différencier bien la notion de gestion et la notion de comptabilité qui n'ont strictement rien à voir. Donc, bah, écoutez, il est 43, donc on est dans les temps. Par contre, effectivement, on va avoir une séance de questions, parce que n'hésitez pas à y réfléchir maintenant, à les poser dans le chat. Moi, je prends la parole vraiment une petite minute pour vous présenter l'opération SOS Resto, qui est menée depuis mi-janvier auprès de tous les conseillers Rivalis, qui est une opération qu'on a voulu solidaire vis-à-vis du monde de la restauration. Nous, on est solidaire depuis fin 2015, je crois, avec Cauchemar en cuisine, et depuis encore bien avant avec les restaurants. Et on sait les difficultés, donc on a lancé cette opération. Qu'est-ce que c'est que SOS Resto? C'est nos 730 conseillers qui sont tout simplement mobilisés pour vous aider, vous en tant que restaurateur, dans votre quotidien, à surmonter cette crise sanitaire, à bien préparer l'avenir. Et on vous offre tout simplement du conseil gratuitement. Donc n'hésitez pas, faites appel à un conseiller. On a vos contacts téléphoniques qu'on donnera à un conseiller local pour qu'il puisse vous appeler et vous demande si vous avez besoin d'aide. Donc, accueillez-le ou accueillez-les, parce qu'on a des conseillers et des conseillères pour voir s'il y a un besoin de votre côté. Voilà, donc je voulais juste présenter cette offre. Ce n'est pas une offre, c'est plutôt une opération. Et on pourra vous aider dans votre prévisionnel, dans la construction de vos cartes, dans la mise en place des indicateurs, notamment. Bien, bah écoutez, passons aux questions. Est-ce que vous avez tous accès au chat qui se trouve dans votre outil? Vous pouvez, alors je vais tout de suite y aller pour regarder s'il y a des choses. Alors pour l'instant, pas trop de questions, plutôt quelques remarques. Sur Joël qui indique, attention, risque supplémentaire, le fonds de commerce. Si rachat n'est pas amortissable, le résultat doit être à minima le remboursement des prêts pour maintenir une trésorerie stable. Donc voilà, on a aussi des conseillers Rivalis qui assistent à ce webinaire et qui apportent en plus des suppléments d'information. Donc merci beaucoup Joël pour cette information supplémentaire. Oui, en fait, les restaurateurs qui nous suivent, est-ce que vous avez des questions par rapport notamment au lancement de votre établissement? Pour rebondir sur ce que dit Joël, en fait, ce qui est tout à fait vrai, hein, il faut qu'en fait que vous vérifiez que l'EBE, l'excédent brut d'exploitation de l'établissement, soit suffisant pour couvrir à la fois vos besoins, votre salaire en tant que dirigeant ou celui même de votre associé, mais également de pouvoir payer le prêt chaque mois, les échéances du prêt qui vont tomber chaque mois. Et c'est ça qu'il faut regarder. Un EBE peut être intéressant, mais quand on regarde du prix prêt, parfois il n'est pas suffisant pour payer tout ça, financer tout ça. Je vais préciser aussi quelque chose parce que c'est des cas qu'on a rencontrés souvent. Hein. Le repreneur, vous décidez de racheter un restaurant et vous dites oui, mais bon, mon prédécesseur, il faisait 500 000 euros, je vais faire pareil. Et il gagnait, je sais pas, 50 000 euros de résultat. Oui, pourquoi pas. Sauf que le prédécesseur, il était propriétaire des murs et il n'avait pas de fonds de commerce à racheter puisqu'il l'a créé. Absolument, oui. Donc au final, il faut
prendre ces chiffres à lui, mais rajouter les charges supplémentaires que vous allez avoir. Et du coup, c'est peut-être pas 100, 200, 300, 500 000 de chiffres qu'il faudra faire, mais peut-être 100 000 de plus. Hein. Absolument. En tout cas, 400 000 euros de plus pour acheter le fonds de commerce et payer Tout à fait. et la location. Absolument indispensable que votre assureur prenne en considération tous les frais qui n'existent plus ou qui n'existent pas au moment où vous reprenez. Oui. Absolument. D'où l'importance de faire un très très bon plan de financement et donc un prévisionnel, dirons, précis. Et là aussi, n'hésitez pas, vraiment, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces choses-là, de se faire aider. Ça vaut mieux que de prendre le risque de perdre beaucoup d'argent à la fin, quoi. Alors, Nicolas Auquel qui dit également, attention également, votre capacité d'accueil peut être différente du nombre réel de clients que vous aurez. Absolument, c'est tout à fait. Et donc, la question qui se pose quand vous faites votre, comment dirais-je, votre recherche, quand vous cherchez à faire cherchez à créer votre restaurant, vous vous posez la question effectivement de l'étude du marché. Et donc, la question se pose de combien de clients vous allez être capable de faire au regard de l'offre que vous avez et du marché qui vous entoure. Et donc, la question qui doit déjà se poser, c'est est-ce que je dois prendre un restaurant, quelle capacité doit avoir mon restaurant? Si votre offre de marché fait ressortir que vous ne serez jamais capable de faire plus de 30 couverts, c'est pas la peine d'essayer de prendre un restaurant déjà qui a fait 60. C'est déjà une chose. Ensuite, vous avez fait ça, trop bien, vous êtes convaincu que vous allez faire 30 couverts, je dis n'importe quoi, hein, et puis au final, dans la réalité, vous allez faire que 20 couverts par jour, évidemment. Là, il y a cette réalité-là. Et eh bien, effectivement, si vous êtes repreneur d'un tel établissement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut bien vérifier le nombre de couverts. Est-ce qu'il y a cette information qui apparaît quelque part? Parce que vous avez besoin de savoir quel est le potentiel du restaurant. Et si le potentiel ne fonctionne qu'à 2/3 de son fonctionnement, il est important que vous le rentrez dans votre prévisionnel, dans le plan opérationnel. Hein, quelle est votre capacité? C'est effectivement le nombre de services par année que vous allez faire, mais également le potentiel de remplissage de votre salle qui rentre en compte, oui. Autre point important, j'en profite pour préciser sur cette notion-là, parce que moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Il est plus facile d'augmenter le panier moyen ou d'augmenter les marges sur un client que de faire venir un nouveau client. Donc, effectivement, si le taux de remplissage, comme le dit Joël, est de 70%, par exemple, ça vous coûtera moins cher et ce sera plus évident de vendre un petit dessert ou une entrée ou un vrai verre de vin ou un apéro en plus, mais ça, vous formez votre personnel, vos serveurs. Donc là, on augmente le panier moyen et il sera plus facile aussi de rentabiliser plus un plat en ayant fait une belle fiche technique que de faire venir les 30% de clients qui vous manquent. En tout cas, ça sera moins onéreux de le faire. L'idéal, bien sûr, c'est le duo gagnant. C'est d'avoir un panier moyen qui augmente, d'avoir des marges qui augmentent aussi et d'augmenter son panier moyen, le taux de remplissage. Mais là, on peut pas. L'idéal, c'est d'avoir les trois. Absolument. Non, mais c'est pour ça que c'est très, très important de faire son étude de marché parce que après, quand les choses sont lancées, si jamais vous êtes trompé dans votre évaluation, si vous faites que 70% de taux de remplissage, qui est un taux moyen, c'est tout à fait vrai, Joël, vous aurez du mal à aller chercher ceux qui vous manquent. Hein. Si jamais il y a une erreur d'appréciation, c'est très, très compliqué. Et effectivement, Nicolas a raison, la réussite d'un restaurant passe également par la qualité de son personnel, notamment en n'hésitant pas à leur faire des formations pour qu'ils soient meilleurs vendeurs, parce que n'oubliez pas que les clients vont dans un restaurant pour consommer, hein, et donc ils sont prêts à entendre que leur vendeur leur propose des choses à consommer. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui est déjà là que quelqu'un qui n'existe pas, c'est sûr. Alors Joël qui commente également les 5 leviers de la restauration: l'ouverture, la marge, le panier moyen, le taux de remplissage, et c'est possible les ventes additionnelles qui ne perturbent pas vos ventes traditionnelles. Pensez aussi aux ventes additionnelles qui sont un chiffre de chiffre d'affaires. Merci Joël pour ces infos supplémentaires, encore une fois. Oui, vous connaissez le dicton, hein, le repas, ça paye les charges et puis les boissons payent le bénéfice. Hein. Donc, c'est clair que toutes les ventes additionnelles sont là pour faire du bénéfice. Donc, n'hésitez pas de faire du cross-selling, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire de la vente additionnelle. Ça peut être effectivement les bouteilles de vin, les apéritifs, les cafés, et tout ce qui peut se vendre à côté d'un menu établi, en plus, il faut surtout pas hésiter, mais ça rejoint exactement ce que disait Nicolas à l'instant. Il faut faire de la vente additionnelle, c'est indispensable si on veut générer du bénéfice.
Question de Tata Odile. Que dois-je faire pour augmenter mon chiffre d'affaires si je suis au taquet? Investir ou augmenter les tarifs? Merci. Voilà, on voit Tata Odile qui est balèze et barbu. Hein. Alors, bonjour Tata Odile, on en déduit que c'est le nom de votre établissement. Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse. Mon épouse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Nicolas, mais il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut effectivement, c'est du cas par cas, il faut connaître l'établissement lui-même, pourquoi effectivement il est au taquet, qu'est-ce qui fait qu'il est au taquet. Ça signifie être au taquet aussi, bien sûr. Ça veut dire quoi au taquet? Est-ce que ça veut dire qu'il a un maximum de sa capacité d'accueil? Est-ce que… donc, dans ces cas-là, ça serait vraiment le panier moyen à investir, je ne sais pas. C'est que si vous avez déjà atteint votre capacité d'accueil maximum, l'investissement doit être soit pour augmenter votre capacité de production pour pouvoir produire plus vite et que les gens aient peut-être 2 services à midi au lieu d'un, soit augmenter la taille, effectivement, parce que si vous êtes au taquet, si vous êtes plein, bah, c'est peut-être couvrir la terrasse, hein, je dis au hasard, je ne vous connais pas, hein, mais de pouvoir accueillir plus de monde, agrandir finalement la capacité d'accueil. Et après, bah, sinon, l'autre point, il y a peut-être augmenter les tarifs. Bah oui, si on est tout le temps plein, c'est que d'un côté, on peut augmenter les tarifs. Alors pour le savoir, il y a des calculs que l'on peut faire entre ce que vous proposez comme tarif, donc c'est le prix moyen proposé et le prix moyen consommé. Ça, c'est des choses qui viennent du principe d'Omnes. Là, je peux vous inviter peut-être à contacter un conseiller rivaliste qui pourra vous faire avec vous ce calcul et on verrait si on peut augmenter les tarifs. En gros, si vos clients ils consomment pour plus cher que ce que vous proposez, c'est un peu technique là, désolé, j'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais si les clients consomment pour plus cher que ce que vous offrez, eh bien, il est possible d'augmenter effectivement un petit peu les tarifs. Mais surtout, il n'y a pas qu'augmenter le tarif, il y aura aussi le fameux panier moyen. Est-ce que les gens prennent, quand on va dans un établissement comme le vôtre, je suppose, on peut prendre un apéritif, une entrée, un plat, un dessert, peut-être un fromage, peut-être un café, peut-être un digestif. Et là, on a fait le tour. Hein. On est vraiment au maxi. Et je pense qu'aujourd'hui, des gens qui prennent tout ça, à part à Noël, à Pâques ou je ne sais pas, ou à la fête des mères, on n'a plus vraiment de clients qui prennent entrée, plat, dessert, café, pousse café, compagnie. Mais en tout cas, on peut éventuellement leur vendre des choses en plus. Ça, c'est sûr. C'est augmenter le fameux panier moyen. D'où la réponse qu'on a fait précédemment, passer peut-être aussi par la formation du personnel. Si ne savent pas bien faire, c'est important. J'ai un vieux principe, je dis, beaucoup disent le personnel ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Raison de plus pour les chouchouter. C'est un investissement, vous n'aimez pas qu'on dégrade votre outil de travail. Alors, chouchoutez votre personnel parce que c'est le plus gros investissement, celui qui vous rapportera plus dans le restaurant, ça c'est sûr. Important, oui, Joël Reynaud qui précise, je reconnais bien là Joël qui est toujours très précis. L'emporter, ça peut être aussi une solution, mais attention à ce que ça ne déstabilise pas le service. J'ai rencontré beaucoup de restaurateurs qui ont tenté dans la période inter-Covid, là où on avait le droit d'ouvrir cet été, en disant pour faire un maximum de chiffres, je vais avoir mes clients réguliers plus de l'emporter. Ben, quand on est assis à table et qu'on voit que des pizzas ou des plats partent à emporter, et que moi ça fait une demi-heure que j'ai commandé et que je ne suis pas servi, j'ai du mal à comprendre. Donc il faut faire attention. Mais en tout cas, c'est effectivement une très bonne piste. On a Christian qui nous parle de la communication sur l'ouverture d'un établissement. Alors moi, j'avoue que je suis assez fan d'un moyen de communication relativement simple et pas très onéreux qui s'appelle Facebook. N'imaginez pas faire un site internet en vous disant j'ai un super site internet, ça va m'amener des clients. C'est possible, mais pour ça, il faut qu'il soit bien référencé, il faut investir dedans. Alors que la communauté internet, notamment liée à Facebook ou d'autres moyens de réseaux sociaux, en tout cas, est assez intéressante parce que quand vous avez votre communauté, eh bien, c'est très facile de pouvoir communiquer avec eux. Et même là, en ce moment, pour certains d'entre vous, les restaurateurs qui sont fermés, j'avais fait un webinaire là-dessus il n'y a pas très longtemps. N'oubliez pas, n'hésitez pas d'envoyer de temps en temps une petite vidéo de vous dans votre établissement pour garder le contact avec vos clients. Là, on parle de futurs clients dans le cadre d'une ouverture, mais dans le cadre des clients, c'est important pour qu'ils vous voient régulièrement, qu'ils ne vous oublient pas et qu'ils soient prêts à venir au moment où ça va réouvrir. Donc, de temps en temps, des petites infos, c'est important. L'important aussi, c'est le Google My Business, oui, Christian, bien sûr. Qui est indispensable là, pour le coup quand vous ouvrez un établissement à proximité, puisque toutes les recherches se font par Google, dont Google Maps. Et là, vous êtes positionné dans votre ville. Vous pouvez mettre des informations. C'est un véritable petit site internet dans lequel vous pouvez mettre des articles, etc. Faire relayer aussi vos posts Facebook, comme disait Nicolas. Et voilà, Google My Business, c'est les fiches Google que vous voyez lorsque vous allez sur Google et que vous voyez les informations concernant les heures d'ouverture, le nom de l'établissement, le téléphone, etc. Ça, c'est important aussi. Et c'est gratuit, donc autant en profiter. Et si besoin de base de données de vos clients, alors Joël, effectivement,
as complètement raison. Et moi, en tant qu'utilisateur aussi, j'ai toujours apprécié qu'à la fin d'un repas, on me donne une petite fiche à remplir avec mon adresse email. Pourquoi pas, surtout mon adresse email. Hein. Mon numéro de téléphone, non, mais au moins mon adresse email et l'avis que j'ai eu sur le restaurant que voilà, j'ai visité, dans lequel j'ai mangé. Et ça, ce sont des petites choses qui peuvent être des choses qu'on fait par attention et aussi qui vous permettent ensuite d'avoir votre petite base de données pour donner de l'information aux personnes par email par la suite. Donc, petite précision, voilà, j'en profite aussi, tu me rappelles ce qu'on a mis en place dans quelques des établissements. Et là, c'est pas. Alors, pour Tata Odile, ça aidera moins, surtout qu'il est déjà bien suivi par Rivalis, hein, mais apparemment. Mais c'est quand on a des gens qui viennent, ils réservent en général par téléphone. Notez toujours le numéro de téléphone. Vous avez du coup un portable d'une personne et le petit conseil que vous pouvez utiliser, j'ai mis en place quelques fois cette astuce, c'est d'avoir des bons avis clients. Alors, des bons avis clients, on ne demande pas aux gens de nous donner un bon avis. Mais quand vous avez des gens qui ont passé une bonne soirée dans votre établissement, vous pouvez très bien, vous avez leur numéro de téléphone portable, le lendemain, leur envoyer un SMS type avec un lien leur permettant de laisser un avis sur votre établissement. Parce qu'on se dit toujours, on va en laisser un, mais quand on est sorti, on rentre dans son quotidien, on oublie. Le fait de recevoir un SMS le lendemain, et le message était type, hein, bonjour, nous avons eu le plaisir de vous accueillir hier dans notre établissement. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager. Voilà le lien, voilà l'adresse Facebook et voilà l'endroit pour laisser un avis. Voilà. Et ça, c'est un message type qui est tout simplement envoyé le lendemain à tous les clients qui ont réservé par téléphone, dont j'ai récupéré le numéro de téléphone portable. C'est intéressant. Ouais. Des petites choses très concrètes qui vont vous aider à améliorer et à bien lancer votre restaurant. Et ça, on peut le faire tout le temps, Nicolas. Ah oui. Les SMS, Facebook, les mails, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas très onéreuses, surtout quand on fait des messages type. Il suffit de les envoyer, les envoie au kilomètre. Quoi. Ça, c'est, Joël dit aussi présenter une soirée, la sortie d'une nouvelle carte, par exemple. Une chose qui fonctionne bien aussi, au moment de l'ouverture, il faut se préparer un petit budget, mais c'est pas très énorme. C'est simplement comment dirais-je, la journée d'ouverture, inviter les personnes, les chefs d'entreprise locaux, le maire, si jamais c'est une petite ville, enfin des personnes qui ont une influence dans le village, dans le quartier, à l'ouverture de ce restaurant, le jour officiel d'ouverture du restaurant, vous faites un petit truc de présentation pour parler de vous à toutes ces personnalités qui sont finalement qui sont autour de votre restaurant et qui pourront parler rapidement de vous dans le quartier. Et la presse locale, évidemment, aussi. La presse locale, ouais. Précision aussi, j'ai parlé des avis clients. Souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais ils n'y connaissent rien. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise critique culinaire. » Peu importe l'avis. S'il est bon, bien sûr, vous pouvez mettre un petit like. Et s'il est mauvais, eh bien, répondez toujours à un avis. C'est important que le propriétaire de l'établissement réponde. Vous avez un droit de réponse, eh bien, faites-le. Et expliquez le pourquoi du comment. Et ça, c'est important quand on est client, quand on est futur client et qu'on lit des avis clients. On peut très bien avoir un commentaire qui dit qu'on a été mal servi, mais si on répond que ce soir-là, il y avait justement une personne qui était absente, que c'est exceptionnel et que ci et que ça, eh bien, ça permet quand même de remettre les personnes en confiance. Donc, un mot d'ordre, répondez aux avis de vos clients, même si ça ne fait pas plaisir quand ils sont négatifs, mais quelque part, c'est un retour que vous avez. Surtout vous, alors on voit, je reviens à Tata Odile qui a priori est tout seul et en cuisine, eh bien le fait d'avoir des avis clients, ça permet de savoir aussi ce qui se passe en salle quand on est en cuisine. Et on voit finalement si nos serveurs ou notre serveur fait finalement bien son travail aussi. Donc c'est important pour vous d'avoir un regard finalement sur votre salle alors que vous êtes en cuisine ou l'inverse. Oui, effectivement. Oui, j'allais même presque dire… Auquel qui pose aussi une question. J'ai fait l'ouverture d'un restaurant à Boston. Eux ont fait une dégustation de leurs produits aux personnes dans la rue et ont offert le repas, le premier service de l'ouverture, à toutes les personnes ayant réservé. Cela a un coût, mais doit être intégré dans le budget publicitaire. Absolument. Oui, c'est ce que je disais. Alors, c'est pas forcément, ça peut être un repas, mais ça peut être tout simplement un pince-fesse, tout simplement avec buffet, tout simplement pour parler de ce qu'on veut faire. Mais évidemment, c'est un coût publicitaire. Il faut le considérer comme un investissement en publicité, absolument, oui. Et en même temps, on teste ses équipes. Donc, c'est effectivement bonne remarque. Et oui, Joël qui nous dit aussi respecter les horaires, ça c'est important. Si sur Google Maps Business ou dans votre établissement, vous mettez des horaires. Je reviens à l'expérience cauchemar en cuisine, hein, désolé, mais je parle que certaines fois du négatif. Mais des restaurateurs que j'ai rencontrés qui me disent oui, on a tenté des soirées à thème, mais ça marche pas. Oui, mais parce qu'ils l'ont fait de temps en temps, puis ils ont arrêté. Et puis il y a des clients qui sont venus, mais il n'y en avait plus. Enfin, quand vous définissez une stratégie, il faut aller au bout.
Et si vous la changez, effectivement, il faut aussi communiquer sur le fait que vous changez. Et on en revient au SMS, Facebook, les mails, la base de données clients. Bien, quand vous changez quelque chose, ben, vous pouvez très bien l'annoncer. Dans votre établissement aussi, ce qui est important, faites votre publicité. Vous pouvez mettre une ardoise avec la prochaine soirée aura lieu le 15, mais ne la mettez pas le 14 ou le 13 ou la semaine d'avant. Il faut mettre ça au moins 15 jours, 3 semaines avant pour que les gens puissent penser à réserver. Et incitez-les à réserver. Pensez à réserver. Rien que le fait de marquer ça, pensez à réserver et vous remettez le numéro de téléphone, eh bien, où il est prudent de réserver, ça c'est pas mal aussi comme approche, eh bien, vous aurez forcément, mécaniquement, plus de réservations pour ces événements-là. Et l'avantage, quand vous avez des réservations, c'est que vous pouvez gérer vos stocks plus facilement pour éviter les pertes. On en revient à la marge. Je vais devoir peut-être clore ce webinaire. Oui, on a débordé d'un quart d'heure, mais c'était intéressant. C'était important aussi d'aborder vos questions particulières. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous d'avoir participé et d'avoir aussi donné vos avis. Merci aux conseillers qui étaient présents également. J'espère qu'on aura répondu à beaucoup de vos questions. Si évidemment vous avez encore besoin de conseils, d'accompagnement, faites appel au conseiller Rivalis ou à la conseillère Rivalis qui est la plus proche ou le plus proche de chez vous pour que voilà, vous puissiez tout simplement être accompagné et profiter là en ce moment de cette gratuité. Ça vous permet vraiment de voir les choses de façon plus sereine et professionnelle dans la création de votre futur restaurant ou dans le développement de votre restaurant actuel, bien sûr.